Donc allons-y. Je vais faire un petit peu comme je vous ai dit, c'est-à-dire que je vais corriger en faisant d'abord la composition atomique et puis ensuite la structure électronique. Je me souviens plus, il me semble, j'avais fait le bord ou pas du tout? Oui. Donc le bord c'est fait. Après le bord, j'ai dû vous donner fluor, c'est ça? Le fluor 19 ou fluor 20? 19, merci. Donc ici, A égale 19, Z est égal à 9. Ce qui fait un nombre de protons qui est égal à Z, soit 9, un nombre d'électrons qui est égal au nombre de protons, c'est-à-dire 9, et un nombre de neutrons qui est égal à A moins Z. 19 moins 9, il y a 10 neutrons. Et donc, j'ai 9 électrons pour le fluor. Comme j'ai 9 électrons, même si c'est une évidence à dire, 9 c'est plus petit que 10, donc je sais que j'aurai que 2 orbitales utilisées, l'orbital K et l'orbital L. Donc avec mes 9 électrons, je sais que mon orbital K sera complète avec les 2 électrons sous forme de doublé. Et puis il me reste donc 7 électrons à placer. 7 électrons, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Sur ce que j'ai vu, même si je n'ai pas regardé attentivement tous, regardé fort, le souffle, pardon, j'ai pas vu d'erreur là-dessus. Des questions? Alors, je passe au suivant. L'aluminium. Donc 13, 27. Un nombre de masse qui est égal à 27, un numéro atomique qui est égal à 13, donc un nombre de protons qui est égal à Z, soit 13, un nombre d'électrons qui est égal aussi à Z, puisque c'est le nombre de protons 13, et un nombre de neutrons qui est égal à A moins Z. 27 moins 13, ça fait 14. J'ai donc 13 électrons à placer. 13 électrons, je sais que je vais avoir besoin de 3 orbitales atomiques. Donc je vais avoir la première orbitale atomique avec ces 2 électrons. Il me reste encore 11 à placer. Ma deuxième orbitale électronique, donc je sais qu'elle va être pleine, avec ses 1, 2, 3, 4, et puis on commence à doubler 5, 6, 7 et 8. J'ai déjà 10 électrons placés, il m'en reste 3. 3 électrons, c'est inférieur à la moitié de la capacité de la couche. Je sais que je vais avoir 3 électrons célibataires. Voilà pour l'aluminium. Des questions pour cet aluminium? Non, c'est bon. Alors, un tout petit peu plus compliqué, le soufre. Avec son numéro atomique à 32, pardon, son nombre de masse à 32 et son numéro atomique à 16, on a un nombre de protons qui est égal à Z, qui est égal à 16, un nombre d'électrons qui est égal au nombre de protons, 16 aussi, et un nombre de neutrons qui vaut A moins Z, 32 moins 16, ça fait 16. J'ai donc 16 électrons à placer. 16 électrons, les 2 premières couches, je sais qu'elles sont complètes. Donc une couche K avec les 2 électrons, une couche L avec ses 4 premiers électrons qui sont célibataires, et puis 4 électrons suivants qui forment des doublés. Et il me reste 6 électrons à placer. Et là, ce que certains d'entre vous doivent bien avoir en tête, c'est que là, je change de structure par rapport à d'habitude. La couche M que je vais commencer à remplir est la couche périphérique. Donc, malgré la première règle de Pauli, en fait, celle-ci, à cause de la quatrième règle de Pauli, elle bloque à 8. Si elle bloque à 8, ça veut dire que les 4 premiers sont célibataires et que les suivants forment des doublés. Donc, dans le cadre ici, mais c'était la même chose ici, hein. Sauf qu'ici, j'en ai pas eu besoin. Je ne me suis pas posé la question de savoir si j'avais des doublés ou des célibataires,
je savais que c'était des célibataires. Il n'y en avait que 3. Mais ici, j'ai 6 électrons à placer. Et donc, en tant que couche périphérique, elle bloque à 8 électrons. Donc, si j'ai 6 électrons à placer, j'en ai 4 qui sont célibataires, mais j'ai les 2 suivants qui viennent compléter la couche pour former 2 doublés électroniques. Alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit en termes de représentation. Les électrons tournent, on ne sait pas vraiment où ils sont. Là, moi, j'ai pris ma petite habitude parce que c'est plus simple pour moi de mettre les doublés ici. On est bien d'accord que si vous mettez un doublé ici, un célibataire et un célibataire, c'est pareil. Ce qui est important, c'est que dans ma couche périphérique, j'ai 2 électrons célibataires et 2 doublés électroniques, quel que soit finalement l'endroit où je les dessine. Voilà. Avec ça, on a fait le tour de tout le paragraphe. En fait, il y a des règles de poly qui sont assez longues à énoncer. Finalement, peut-être un peu compliquées au début quand on ne les connaît pas. Et puis alors après, ça dépend bien sûr de chacun, mais je trouve qu'en termes d'exercice, on a fait plus compliqué quand même. Quand on prend les lois de Descartes, c'est autre chose que ça. Voilà. Avez-vous des questions? Non? Alors, on va passer à la partie la plus importante ici. Pourquoi les atomes vont changer de configuration et se transformer, enfin, transformer, c'est peut-être pas le bon terme, se transformer en ion ou appartenir à des molécules. Et donc ça, c'est directement lié à la structure électronique, comme je vous ai dit hier. Donc c'est le paragraphe suivant. Qui en fait le paragraphe 4. Hein. Structure électronique, ça devait être le paragraphe 3. Un paragraphe de présentation, un paragraphe sur le symbole des atomes. Donc 4. Ici. Donc quatrième paragraphe, qui va être assez court, que je vais appeler la règle de l'octet. Donc un petit paragraphe qui va contenir pratiquement que le théorème de la règle de l'octet. Et ensuite, on parlera des ions des molécules. Et eux, ça va être beaucoup plus long. Oui, à l'apostrophe. Alors, ça fait longtemps qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui fait du latin. Il faut savoir que octet, en gros, ça veut dire 8. Donc, la règle de l'octet, ça pourrait se traduire par la règle des 8. Et vous allez voir que c'est directement relié au théorème humain. C'est bon, tout le monde y est? Bon, le plus simple, c'est que vous le notiez. Théorème. Tous les atomes vont réagir chimiquement. Tous les atomes vont réagir chimiquement de manière à avoir, tous les atomes vont réagir chimiquement de manière à avoir une couche périphérique complète. Vont réagir chimiquement de manière à avoir une couche périphérique complète. Et vous rajoutez entre parenthèses, c'est-à-dire, une couche périphérique complète, entre parenthèses, c'est-à-dire, en général, c'est-à-dire, en général, avec 8 électrons. C'est-à-dire, en général, avec 8 électrons.
Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la règle de l'octet. Bon, je vais dire, faites attention de vous souvenir du nom, mais finalement, bah, si vous vous souvenez du nom, c'est mieux. Mais c'est pas bien grave. Donc, vous allez l'écrire suffisamment pour que vous en souveniez. Règle de l'octet, tous les atomes vont réagir chimiquement pour avoir une couche périphérique complète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je vais prendre l'atome d'oxygène qu'on a vu hier, au bit 16. Donc, j'ai un nombre d'électrons qui est égal au numéro atomique qui est égal à 8. Donc, l'atome d'oxygène, quand je dessine sa structure électronique, il a 2 électrons sur la couche K. Il m'en reste encore 6. 6, c'est 1, 2, 3, 4, et puis 5 et 6 pour faire 2 doublés. Voilà l'atome d'oxygène tel qu'il est, à l'état naturel. Donc, sa couche périphérique contient 6 électrons. Et la règle de l'octet, qu'est-ce qu'elle vous dit? La règle de l'octet vous dit que l'atome d'oxygène va se débrouiller de manière à avoir 8 électrons sur sa couche périphérique. Oui. Ah, c'est une possibilité. Mais, quelque part, je dirais vous allez un petit peu trop vite. Là, on va commencer, et puis ensuite on passera sur les ions, et on terminera avec les molécules. Mais, déjà, pour l'idée, j'ai 6 électrons. L'atome d'oxygène fait ce qu'il veut, mais il faut qu'il y en ait 8. Concrètement, ça veut dire qu'il doit faire quoi? Oui. Ah, d'accord, oui. Alors, de ce que vous me dites, ce que je retiens, c'est ça. C'est que, clairement, si je veux avoir 8 électrons ici, il faut que l'atome d'oxygène ajoute 2 électrons à sa couche périphérique. C'est clair. Et donc, ces 2 électrons, il va falloir qu'il en mette un ici et un ici pour que sa couche périphérique soit complète, puisqu'on a vu que les couches complètes, il n'y avait que des doublés électroniques. Donc, il faut qu'il prenne 2 électrons ici. Après, il ne peut pas prendre ces deux-là. Il ne peut pas prendre ces deux-là parce que la règle de Pauli vous dit que les électrons vont toujours chercher à aller le plus proche possible du noyau. Donc, si ces deux-là, on les prend pour les mettre ici et là, du coup, sur la couche K, il n'y a plus rien. Donc, ça veut dire que parmi ceux-là, il y a des électrons qui vont redescendre dessous. En fait, la seule possibilité qu'a l'atome d'oxygène pour avoir une couche périphérique complète, c'est de récupérer 2 électrons, oui, mais d'aller les récupérer ailleurs. C'est ça l'idée. Et cet ailleurs, finalement, quelque part concrètement, ça veut dire quoi? Où est-ce que je peux trouver des électrons que je peux récupérer? Oui. Et ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'électrons libres dans la nature. Alors, on peut peut-être en récupérer un peu à droite à gauche, mais c'est les exceptions. Hein. On en a parlé, la nature est neutre du point de vue électrique, et pour être neutre du point de vue électrique, il faut qu'il y ait autant de protons que d'électrons. Donc, il n'y a pas d'électrons qui se baladent. S'il n'y a pas d'électrons qui se baladent, ça veut dire que les électrons qui existent dans la nature, ils sont forcément autour des atomes. Et donc, mon atome d'oxygène, s'il doit récupérer 2 électrons, c'est clair, il faut qu'il aille les piquer à d'autres atomes. C'est pas possible autrement. Il va récupérer 2 électrons là où il y en a, c'est-à-dire sur d'autres atomes. Première chose, qu'est-ce que c'est? Pardon, oui. Ah, attention, j'ai pas dit qu'il avait que 6 électrons, il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a les 8 électrons, mais il n'y en a que 6 sur la couche périphérique. Et comme je vous l'ai dit ici, dans ma règle de l'octet, les atomes vont réagir chimiquement de manière à avoir une couche périphérique complète. Donc en fait, sur le fond, ce qui va m'intéresser dans un atome, c'est uniquement sa couche périphérique. Toutes les autres couches qui sont à l'intérieur ne m'intéressent pas. Elles ne m'intéressent pas parce que, troisième règle de Pauli, je ne peux mettre des électrons sur une orbitale qu'à partir du moment où les orbitales intérieures sont complètes. Donc, d'une manière générale, la seule qui sera incomplète, on a vu quand même qu'il y avait quelques exceptions, la seule qui soit incomplète, c'est la périphérique. Et il n'y a que celle-là qui va m'intéresser. Oui? Pardon? Ah, alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit hier. Hein. Il n'est pas question de ça sert à quoi, ni comme ça sert. Monsieur Pauli et les autres personnes qui sont venues après lui, qui ont travaillé là-dessus,
se contentent malheureusement de regarder comment ça se passe dans la nature. On n'a pas d'équation qui permette de l'affirmer. Au jour d'aujourd'hui, on est incapable de vous dire pourquoi il faut absolument que les atomes aient 8 électrons sur la couche périphérique. On a démontré que le nombre d'électrons qui doit être sur la couche périphérique est pair. Mais on est incapable de démontrer pourquoi c'est 8 plutôt que 6 ou plutôt que 10. Mais par contre, ce qui est important, c'est que quand on regarde et qu'on étudie la matière qui est autour de nous, ça c'est clair. Toute la matière qui est autour de nous correspond à des atomes où la couche périphérique est complète avec 8 électrons. Donc, on n'est pas dans le cadre d'une relation, de choses comme ça, on est dans le cadre d'observation de la nature et on voit que comme ça marche. Et ensuite, quand on travaille en laboratoire sur différentes choses, mais vraiment en travaillant sur un petit nombre d'atomes, ben on remarque qu'effectivement, ça suit cette chose-là, c'est-à-dire que si dans la nature, les atomes ont 8 électrons sur la couche périphérique, c'est qu'ils ont été piqués des électrons ailleurs. Donc on a travaillé à l'envers. On a regardé ce qui se passe, on en a déduit une théorie, et puis ensuite on a vérifié la théorie de manière un peu artificielle dans les laboratoires. Mais c'est vrai que, et c'est ce que je vous disais aussi pour les règles, en fait, le seul atome qu'on connaît à peu près correctement, c'est l'hydrogène. On connaît un petit peu des propriétés de l'atome d'hélium, et le reste, mathématiquement, c'est trop compliqué. Oui. Ouais, c'est ça. Alors, il y a des exceptions. Hein, je vous ai parlé, par exemple, du potassium et puis des atomes qui vont avec, mais finalement, quelque part, pour nous, on s'arrête là. Et donc, il n'y a effectivement que la couche périphérique qui n'est pas complète pour cette année. Oui. Eh ben, un électron pour l'hydrogène, on va le voir tout à l'heure. On va le voir, pas forcément tout à l'heure. Un électron pour l'hydrogène. La couche K est complète, on a vu, avec 2 électrons. Donc l'atome d'hydrogène, lui, fera partie des exceptions, qui lui aura une couche électronique périphérique complète avec 2 électrons. C'est pour ça qu'entre parenthèses, je vous ai fait noter, c'est-à-dire en général avec 8 électrons. Parce qu'il y a un petit nombre d'électrons, un petit nombre d'exceptions où la couche périphérique complète, c'est la couche K, c'est donc 2 électrons. En fait, il y a 5 atomes sur les 118. Tous les autres, ça marche comme ça. D'autres questions? Non? Alors, je reprends un petit peu le fil de ce que je vous disais. C'est clair. Mon atome d'oxygène, pour être stable, il va devoir prendre des électrons à un autre atome. Et si je reprends la phrase que je vous ai fait noter, tous les atomes vont réagir chimiquement de manière à avoir, finalement, une réaction chimique avec un atome, ça va essentiellement consister à échanger des électrons avec d'autres atomes, de manière à avoir des couches périphériques qui soient complètes. C'est essentiellement ça, une réaction chimique. C'est des mouvements d'électrons. Des questions sur l'idée? Non? Voilà. Je vous ai dit, ce sera un paragraphe très court. Maintenant, on va regarder de manière plus précise comment on fait pour récupérer ces électrons. Et la première méthode, c'est de faire des ions. Donc, paragraphe 5. On va étudier les ions. Alors, vous savez qu'il y a 2 types d'ions. Qu'est-ce qu'il y a comme type d'ion? Oui. Ouais, c'est-à-dire, est-ce que vous vous souvenez plus précisément? Les cations, c'est les ions chargés positivement. Et puis, voilà, les anions qui sont les ions chargés négativement. En fait, c'est vrai, mais c'est que 2 manières. Il y a 4 catégories. Il y a les ions chargés positivement et les ions chargés négativement, mais il y a aussi soit des ions qui sont composés d'un seul atome, l'ion Na+, l'ion Cl-, qu'on retrouve dans sel, l'ion aluminium, l'ion fer, etc.
C'est des ions qui sont fabriqués à partir d'un seul atome. Et ça, c'est notre programme de cette année. Mais vous avez aussi, parce que c'est des noms que vous avez entendus, des ions qui sont composés de plusieurs atomes. Ion sulfate, SO4-, ion nitrate, NO3-. Ça, ce n'est pas notre programme. Nous, on voit que les ions qui sont composés d'un seul atome. On appelle ça les ions monoatomiques. Mais par contre, on va garder les mêmes dénominations, cation, anion, chargé positivement, chargé négativement. Donc, vous notez la définition. Un ion est un atome. Un ion est un atome qui a gagné. Un ion est un atome qui a gagné ou perdu. Un ion est un atome qui a gagné ou perdu de 1 à 3 électrons, qui a gagné ou perdu de 1 à 3 électrons pour obéir à la règle de l'octet. Qui a gagné ou perdu de 1 à 3 électrons pour obéir à la règle de l'octet. Et puis ensuite, les deux définitions que vous m'avez données. Si l'atome gagne des électrons, si l'atome gagne des électrons, il se transforme en ion. Si l'atome gagne des électrons, il se transforme en ion chargé négativement. Il se transforme en ion chargé négativement, qu'on appelle anion. Je vous l'ai mis au tableau. Il se transforme en ion chargé négativement, qu'on appelle anion. Et puis la réciproque. Si l'atome perd des électrons, si l'atome perd des électrons, pardon? Non, c'est à la suite. Enfin, je globalise tout dans la même définition. Si l'atome perd des électrons, il se transforme en ion chargé positivement. Si l'atome perd des électrons, il se transforme en ion chargé positivement. C'est un cation. Il se transforme en ion chargé positivement. C'est un cation. Alors, une petite remarque concernant l'orthographe. D'après ce que j'ai lu, cation, ça s'écrit comme ça. Alors, je n'ai pas regardé attentivement tous les bouquins, mais dans celui que vous avez, puis dans l'autre, il faut savoir qu'il y a cette orthographe-là aussi, avec un H. Mais j'ai quand même l'impression que de plus en plus, le H, quelque part, on oublie. Et donc, ça deviendrait l'orthographe officielle. Ça. Voilà. Alors, juste pour mémoire, pour être sûr, pourquoi quand j'ajoute des électrons, mon atome devient un ion chargé négativement? Oui. Voilà, parce que les électrons, c'est une charge négative. Donc un ion chargé, un atome auquel je rajoute des ions, un atome auquel je rajoute des électrons, devient chargé négativement, parce que les électrons ne sont pas contrebalancés par des protons. Par contre, et c'est là qu'il faut faire bien attention, un cation, c'est un atome finalement qui se transforme pour devenir chargé positivement. Et là où il faut faire attention, c'est que s'il est chargé positivement, c'est pas que je rajoute des protons, c'est que j'enlève des électrons. Et comme j'enlève des charges négatives, et que je pars de quelque chose qui est égal à 0, si j'enlève des charges négatives, à la fin, ce qui me reste, c'est quelque chose qui est chargé positivement.
C'est clair cette idée-là? Donc on ne rajoute jamais des charges positives. On retire des charges négatives, qui va revenir finalement à peu près au même. Voilà sur l'idée. Je reviens à ce que je disais. Mais je vais changer d'atome. Je vais prendre mon atome de fluor qu'on a dessiné tout à l'heure, avec un nombre d'électrons qui est égal à son numéro atomique 9, et donc 2 électrons sur la couche K, il m'en reste encore 7. 7, c'est les 4 premiers de la couche L qui sont célibataires, et puis les 3 qui vont venir me faire un double électronique, comme ceci. Il lui manque un électron. Il va aller donc piquer son électron sur un autre atome. Qu'est-ce que ça suppose en premier? Vraiment en cherchant basique. Si je dois aller prendre un électron sur un autre atome, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait? Ouais, mais surtout, plus simple que ça. Si je dois aller piquer des électrons à un autre atome, il faut qu'il y ait un autre atome. Ouais. Donc ça veut dire que si mon fluor est tout seul, il ne va pas bouger. Si mon fluor est avec d'autres fluors, il ne va pas bouger non plus. Il ne va pas bouger pourquoi? Tout simplement parce que les atomes de fluor étant tous constitués de la même manière, je n'ai pas un atome de fluor qui est plus important qu'un autre. Donc il n'y a aucune raison qu'il y ait un atome de fluor qui arrive à arracher un électron à un autre atome, puisqu'ils ont la même force. Donc pour que mon atome de fluor puisse compléter sa couche périphérique, il va falloir premièrement qu'il soit en contact avec un autre type d'atome. Et deuxièmement, qu'il soit plus fort que cet autre type d'atome. Parce qu'un atome, il a ses électrons, c'est ses électrons à lui. Pour lui piquer ses électrons, il faut vraiment lui prendre. Donc l'atome à qui on va prendre des électrons, il ne va pas être content. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme type d'atome? Eh bien, on va prendre par exemple l'atome de sodium, avec un nombre d'électrons qui est égal à 11. Et donc, 11 électrons, ça veut dire les 2 sur la couche K, les 8 sur la couche L avec les 4 électrons célibataires, puis les 4 électrons qui viennent faire des doubles électroniques. Là, je suis bien à mes 10 atomes, pardon, avec mes 10 électrons, et mon 11e électron, il est là. Et là, je pense que vous voyez tout de suite ce qui va se passer, c'est-à-dire que il se trouve que quand on regarde la force des atomes, l'atome de fluor est plus fort que l'atome de sodium. Et donc, même si ça vous paraît un peu exagéré, concrètement, c'est comme ça que ça se passe et comme ça que ça doit se passer. C'est-à-dire que l'atome de fluor va aller rencontrer l'atome de sodium. Ça suppose déjà qu'ils ne sont pas immobiles, qu'ils soient capables de bouger. Et il va faire un choc avec l'atome de sodium. Et au cours de ce choc, il va venir se coller à l'atome de sodium et il va récupérer l'électron de l'atome de sodium pour le mettre ici. Oui. En essayant. C'est-à-dire que avec ce système-là, alors j'exagère parce que c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais avec ce système-là, on peut imaginer les chimistes qui ont pris du fluor, qui ont mis en contact avec le sodium, tiens, ça marche. Qui ont pris du fluor, qui ont mis en contact avec l'oxygène, tiens, ça marche pas. Qui ont pris du fluor, qui ont mis en contact avec, je ne sais pas moi, l'hydrogène, tiens, ça marche pas. Vous voyez? Donc, il y a une espèce de système d'essai-erreur pour voir comment je peux fabriquer des ions. Après, derrière, je vous donne la parole après. Après, derrière, si votre question, c'est en exercice, et sous-entendu en devoir, comment je peux savoir avec qui j'ai piqué? À ce moment-là, ça ne va pas se passer de cette manière-là. C'est-à-dire que les questions que je vais vous poser, on va le voir tout à l'heure avec les applications, ça va consister à dire, voilà, l'atome de fluor, dessinez sa structure électronique. Et une fois que vous avez dessiné sa structure électronique, la question d'après, c'est quel ion l'atome de fluor peut devenir? Et comment il va faire? Mais je ne vous demanderai jamais de savoir avec quel atome il va réagir,
Parce que l'atome de fluor, pour devenir un ion fluor, il peut réagir avec beaucoup d'atomes. Il y a au moins une bonne trentaine de possibilités. Donc du coup, comme il y a plusieurs possibilités, c'est quelque chose qu'on ne va pas faire. On va travailler de manière bien différenciée. Oui. Alors, c'est un très mauvais exemple qu'on ne prend pas. Mais on est bien d'accord, vous avez tout à fait raison. Simplement, vous êtes en train d'anticiper sur ce qui va devenir mon paragraphe grand 6. Donc, voilà, vous avez mis le doigt sur un problème qu'on va résoudre tout à l'heure. Donc, je préfère qu'on en parle plus tard. Donc, sur cette partie-là, des questions? Alors, quand je fais ça, en fait, tout le monde est content. Parce que je vous l'ai dit, il n'y a pas d'électrons libres qui circulent dans la nature. Jamais. Donc, du coup, il faut aller arracher des électrons. Je vous ai parlé d'un rapport de force. Et il y a des atomes qui sont plus forts que d'autres. Mais il y a aussi des atomes, comme l'atome de sodium, qui sont très contents de se laisser piquer l'électron. Il ne va pas l'expulser, son électron. Tant qu'il n'a pas de réaction chimique à faire avec un atome, son électron, il le garde, parce que c'est son état naturel d'atome d'avoir 11 électrons. Mais par contre, si un atome qui vient lui piquer son électron, il est bien content de le donner. Donc, il se fait piquer un électron, mais je peux vous assurer qu'il ne se défend pas. Pourquoi il est content? Eh bien, regardez ce qui se passe. L'atome de sodium, on lui a retiré son électron. Donc là, il n'y a plus d'électrons. Mais c'était le seul électron de la couche la couche M. Donc du coup, maintenant, sur la couche M, il n'y a plus d'électrons. S'il n'y a plus d'électrons sur la couche M, bah, c'est cette couche M, c'est pas la couche périphérique. S'il n'y a pas d'électrons dessus, et que par définition, une couche périphérique, c'est là où il y a des électrons. Donc finalement, tout se passe comme si cette couche M, elle disparaissait. C'est pas vrai qu'elle disparaît. Mais il n'y a plus d'électrons dessus. Donc c'est comme si elle ne comptait pas. Et donc du coup, comme il n'y a plus d'électrons sur la couche M, bah, la couche périphérique, c'est la couche d'en dessous. Et vous avez vu, la couche L de mon ion sodium, elle est complète. Donc pour l'atome de fluor, pour compléter sa couche périphérique, c'est vraiment le sens premier du mot. Il faut la compléter. Donc il faut qu'il pique un électron à un atome. Et là, effectivement, de 7 électrons sur la couche périphérique, on passe à 8. Mais pour l'atome de sodium, lui, il ne complète pas sa couche périphérique. Il perd sa couche périphérique. Et quand il perd sa couche périphérique, elle disparaît, entre guillemets, et ce qui reste, c'est la couche d'en dessous, qui, elle, est complète, puisque justement, on a attendu qu'elle soit complète pour mettre des électrons sur la couche M. Donc, il y a des atomes qui ont besoin d'électrons supplémentaires, mais il y a d'autres atomes qui finalement sont bien contents de se débarrasser de leurs électrons. C'est pour ça qu'on a des ions chargés positivement et des ions chargés négativement. Oui. Et objectivement, alors attention, ça devient la même structure électronique, c'est-à-dire une couche K et une couche L complète, ça on est bien d'accord, mais ce n'est pas la même chose, parce que vous vous rappelez que ce qui fait la propriété d'un atome, ce n'est pas le nombre d'électrons, c'est le nombre de protons qui est dans le noyau. La définition du numéro atomique, c'est le nombre de protons. Donc là, j'ai toujours du fluor, là, j'ai toujours du sodium, mais là, c'est devenu l'ion fluor, alors que là, c'est devenu l'ion sodium. C'est la même structure électronique, mais ce n'est pas le même matériau. Ça, l'ion fluor, vous le connaissez. Je suppose qu'à peu près tout le monde d'entre vous se lave les dents. Et le dentifrice, c'est des ions fluor. L'ion sodium, vous connaissez peut-être un petit peu moins, mais l'ion sodium, c'est un des deux composants du sel de cuisine. Il y a des ions sodium et des ions chlorure. Oui. Donc, c'est vraiment des ions qui sont spontanément présents dans la nature. Oui. Ouais, c'est ça. Pardon? Si. Et mais la question qui est, qui est liée à votre question à vous, c'est finalement comment je mesure la force d'un atome. C'est ça. Et la force d'un atome, ce n'est pas son nombre d'électrons. La force d'un atome vient de son besoin d'électrons. Si je fais toujours des parallèles
qui sont très mauvais, hein, avec l'être humain, c'est pas forcément le plus grand et le plus, enfin, le plus grand et le plus musclé qui est le plus fort. Sinon, ce sera toujours les plus grands et les plus costauds qui seraient champions du monde de boxe, de karaté, je sais pas ce qu'on peut dîner. C'est rarement le cas. Celui qui est plus fort, c'est celui qui a le plus envie. Et là, ici, c'est un peu la même idée. L'atome le plus fort, c'est celui qui a le plus envie. Il se trouve, en fait, aussi surprenant que ça puisse paraître, même si je n'ai pas fait pour ça, le plus fort de tous les atomes qui existent, c'est lui. Il n'y a pas plus fort que le fluor. Et d'assez loin. Celui qui vient juste après, c'est l'atome d'oxygène. À peu près à égalité avec l'atome de chlore. Puis ensuite, vous avez le sodium, et puis ensuite, ça descend. Voilà sur l'idée. Après, derrière, ben maintenant que j'ai ça, j'ai plus tout ça, ça ne sert plus à rien. J'ai ici l'ion fluor, et j'ai ici l'ion sodium. L'ion fluor a gagné un électron, c'est donc un anion. L'ion sodium a perdu un électron, c'est donc un cation. Je ne sais pas si vous avez fait bien attention à ce que je vous ai dicté dans mes définitions, mais attention, un ion, c'est un atome qui peut gagner de 1 à 3 électrons ou perdre de 1 à 3 électrons. Donc, quelque part, comme le faisait remarquer votre camarade, il va y avoir des cas particuliers. C'est celui qui est lié à 4 électrons. On ne peut pas gagner plus de 3 électrons. Ce n'est pas possible. Et inversement, on ne peut pas perdre plus de 3 électrons. On peut en perdre 1, on peut en perdre 2, on peut en perdre 3, mais pas plus de 3. Donc, il y a des endroits où ça va poser des problèmes. Il y a des atomes qui ne pourront pas être des ions. Et effectivement, l'atome de carbone en fait partie, mais on va voir ça tout à l'heure. Et puis, deuxième chose, finalement, on sait représenter le symbole d'un atome. Comment on va représenter le symbole d'un ion? D'accord sur le principe? Alors, concrètement, maintenant, dans le cours, dessinez-moi ces deux atomes avec l'idée de transfert d'électrons. Oui? Voilà, vous me dessinez ça. L'atome de fluor, l'atome de sodium, et puis le transfert d'électrons. Oui, c'est 11,23. Oui. Ça, c'est l'atome de sodium. On en reparlera dans pas très longtemps. C'est celui qui a un nom bizarre par rapport à son symbole.
Allez, dépêchez-vous les derniers. Alors, on va maintenant parler du symbole. Donc, on va faire comme pour les atomes. Hein. Je vais vous donner la définition du symbole. Et puis ensuite, on va voir comment on illustre ça. Donc, disons que c'est une définition. Le symbole d'un ion est constitué. Le symbole d'un ion est constitué à partir est constitué à partir du symbole de l'atome correspondant. Est constitué à partir du symbole de l'atome correspondant. Est constitué à partir du symbole de l'atome correspondant, auquel on ajoute symbole de l'atome correspondant, auquel on ajoute en haut à droite, auquel on ajoute en haut à droite sa charge électrique, auquel on ajoute en haut à droite sa charge électrique. C'est quoi sa charge électrique? Oui, alors je l'ai entendu. Voilà, positive, négative ou neutre. Nous, comme on va travailler sur les ions, bah, clairement, ce sera positif ou négatif, suivant que j'ai un cation ou un anion. Ça, c'est l'idée globale. Mais si je veux être plus précis, c'est quoi? Ouais. Préciser. Je pense que c'est la bonne idée, mais je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait sous cette forme-là. Oui. Voilà. Ça va être le nombre d'électrons que je vais ajouter dans le cas des charges négatives, ou ça va être le nombre d'électrons que j'ai enlevé dans le cas des charges positives. Donc la charge électrique, ça ne va pas être la valeur numérique de la charge d'électron. Le moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs qu'on a vu en tout début de ce chapitre. Ça va être tout simplement les électrons que j'ajoute et que je retire. Ça va être ça la charge électrique. Et je vais partir du principe qu'un électron, c'est une charge négative. Après, derrière, vous avez plusieurs solutions. Une solution, je dirais, instinctive, et puis une solution plus calculatoire. Je commence par la solution calculatoire. Je veux représenter le symbole de l'atome de fluor. Et donc, effectivement, comme l'a dit votre camarade, je vais faire la différence entre les charges négatives et les charges positives. L'atome de fluor, l'ion fluor, son nombre de charges positives, c'est son nombre de protons. Son nombre de protons, c'est le numéro atomique, c'est 9. Son nombre de charges négatives, dans l'atome de fluor, c'était 9, mais comme il a piqué un électron, il en a un de plus. Ça fait 10 électrons. Les protons sont chargés positivement, j'ai donc 9 charges positives. Les électrons sont chargés négativement, donc j'ai 10 charges négatives. Et quand je fais la différence entre mes charges positives et mes charges négatives, je vois bien que la différence, c'est une charge négative. 9 plus 10 moins, ça fait 1 moins. Sachant que c'est moins, ça fait 0. Donc, l'ion fluor est chargé négativement. Le symbole de l'ion fluor, c'est le symbole de l'atome de fluor, F919, auquel j'ajoute en haut et à droite sa charge électrique. Sa charge électrique, on vient de démontrer que c'est 1 moins. Jusqu'à là, c'est clair pour tout le monde? Oui? Cette partie-là? Cette partie-là, c'est, je fais la méthode qu'a dit votre camarade, c'est-à-dire, pour trouver la charge électrique de mon ion, je regarde combien il a de charge positive, combien il a de charge négative, et puis je fais la différence entre les deux. Mon ion fluor,
Bon, on est bien d'accord, les neutrons, par définition, ils sont neutres. Donc, je m'en préoccupe pas. Mais mon ion fluor, quand j'ai fait la composition de l'atome de fluor avant, j'ai trouvé qu'il y avait 9 protons. Donc, s'il y a 9 protons, ça veut dire qu'il y a 9 charges positives. L'atome de fluor a 9 électrons, puisque dans l'atome, il y a autant d'électrons que de protons. Par contre, il y a 9 électrons auxquels j'ai rajouté celui qui a été piqué sur l'atome de sodium. Donc, l'ion fluor, lui, il a 10 électrons, donc 10 charges négatives. Et quand je fais l'écart entre les deux, j'ai 9 charges positives et 10 charges négatives. Donc finalement, je fais la soustraction. Il me reste bien une charge négative, si je fais plus 9 moins 10. Et donc ça veut dire que l'atome de fluor a une charge négative. Et dans ma définition du symbole de l'atome, la charge électrique, je la mets en haut et à droite, donc je mets une charge négative ici. Ça, c'est la méthode calculatoire. À titre personnel, moi je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne sert pas à grand-chose dans ce cas-là parce que on a montré que l'atome de fluor il piquait un électron. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la charge électrique, ça correspond à l'électron qu'on a gagné ou qu'on a perdu. Donc si on a gagné un électron, on a chargé, on a une charge négative. Donc on peut très bien le faire instinctivement, ce truc-là. C'est pas obligé. Pour reprendre les choses un peu concrètes, dans le cadre des devoirs, quand je vous demanderai l'ion, enfin le symbole de l'ion, vous ferez comme vous voulez. C'est-à-dire, soit vous préférez faire la méthode calculatoire parce que vous n'êtes pas vraiment sûr, etc., vous le faites, soit vous le faites de manière instinctive en disant, bon, bah, l'atome de fluor a gagné un électron, donc il est chargé une fois négativement. Ce sera à votre choix. Est-ce que maintenant c'est plus clair pour tout le monde, ça? C'est bon? Alors, deux remarques. La première ici. Faites bien attention, j'écris 1 moins. Je n'ai pas écrit -1. Parce que ce que j'écris ici, c'est qu'on a rajouté un électron. Et je ne suis pas en maths où j'écris -1 parce que je vais faire une addition, une soustraction, des trucs comme ça. Donc c'est très important de mettre 1 moins. Enfin, dans cet ordre-là. Deuxième chose, en chimie, on ne parle de quelque chose qu'à partir du moment où on est sûr d'en avoir au moins un exemplaire. Donc la plupart du temps, quand j'ai 1, je ne l'écris pas. C'est-à-dire que quand je mets F-, je sais, parce que tout le monde fonctionne comme ça, que c'est l'équivalent d'écrire F1-, pour dire que j'ai un électron que j'ai ajouté à l'atome de fluor. Donc le 1, vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Et même en fait, si on veut être vraiment tout à fait juste, non seulement vous n'êtes pas obligé de l'écrire, mais c'est fortement recommandé de ne pas l'écrire. Si dans le premier devoir, vous me le mettez, c'est pas bien grave. Après, derrière, je pense qu'il faut que vous preniez cette habitude-là. Nulle part, je vois écrit F1-. Voilà pour l'ion fluor. Est-ce qu'il reste des questions sur cette partie-là? Oui. En dessous, c'est parce que j'ai fait la somme entre 9 plus et 10 moins. Je devrais marquer égal, quelque part. Oui. D'autres questions? Qu'est-ce qui se passe pour mon ion positif sodium? Je sais qu'il est positif, on lui a piqué un électron. Même s'il était d'accord, n'empêche qu'on lui a piqué un électron quand même. Et bien pour mon ion sodium, je vais faire la même chose. J'ai un nombre de protons qui est égal à Z, qui est égal à 11. Donc, l'ion sodium, il a 11 charges positives parce qu'il y a 11 protons dans le noyau. Il avait un nombre d'électrons qui était égal à 11, ce que j'ai écrit ici. Mais il s'en est fait piquer un. Donc, du coup, il ne reste plus que 10 électrons. Donc, il a 10 charges négatives. Et donc, si je fais la somme entre les charges positives et les charges négatives, 11 plus 10 moins, ben la somme des deux, ça fait bien un plus. Et donc, à l'arrivée, j'ai le symbole 11, 23, 1 plus. Ou tout simplement plus. Monsieur Moreza? Bon, on continuera. Ah, ben non, on continuera rien du tout. Puisqu'on ne se revoit pas, nous, cette semaine. Parce que vendredi, il n'y a pas cours. Donc, enfin, on se met bien d'accord avec moi.
Donc, ben, je continuerai ça peut-être lundi avec vos camarades de l'autre groupe, donc vous en vidéo.